Eh ben, bienvenue sur le cours de F6KGL. Et donc ce soir, on voit le premier chapitre, la première partie du premier chapitre. Donc on va commencer à s'intéresser au sujet pour lequel vous êtes tous là ce soir. Et on va commencer par un chapitre un petit peu généraliste, puisqu'on va parler de l'environnement réglementaire. Donc c'est en fait la source de tous les textes de réglementation dont on parlera par la suite. Donc, pour faire simple, on a trois niveaux de texte. Un niveau international, où ce sont des textes internationaux, donc ce sont des textes de l'UIT, donc UIT en français, Union internationale des télécoms, et en anglais International Telecom Union. Donc voilà. En dessous, on a des textes européens, des textes de la CEPT. On verra tout à l'heure ce que c'est que la CEPT. La CEPT, c'est la Conférence européenne des postes et télécommunications. Donc elle va s'intéresser à tout ce qui est postes et télécommunications. Donc la poste, c'est monsieur le facteur. Donc ça n'a rien à voir du tout avec notre activité. Nous, c'est les télécoms et une partie des télécoms qui concerne les radiocommunications. Télécoms, c'est large. C'est très large. C'est peut-être par rapport au téléx avant, peut-être. Bah non, les télécoms, c'est tout ce qui est, la poste moderne. La poste, c'était tout ce qui était envoi de messages. Et là, les télécoms, c'est de l'envoi de messages, mais sous format électronique. Enfin, la plupart du temps. Et puis enfin, on a les textes français. Les textes français, on va en parler rapidement. Donc il y a des lois, il y a des décrets, des arrêtés, etc. On verra ce vocabulaire par la suite. Tous ces textes, ils sont consultables gratuitement. Pour les textes internationaux sur le site de l'ITU. Donc il ne faut pas taper UIT sur Internet parce que vous tombez pour le bon endroit, il faut taper ITU. La CEPT, bah, on tape CEPT, ça marche bien. Et pour les textes français, il y a un site où il y a le site du journal officiel qui s'appelle Légifrance. Et là-dessus, vous avez tous les textes français. Tous ces textes-là, alors ils existent, je vais vous montrer sur Firefox. Voilà, Firefox, il est là. Donc là, sur Firefox, il y a une page qui s'appelle Formation certificat d'opérateur radio-amateur. Hein, il est dans les cours Formation certificat d'opérateur radio-amateur. Et là-dedans, en descendant un petit peu, vous allez avoir des documents qui sont là. C'est l'ensemble des textes que je récupère un peu à droite à gauche. Donc il y en a au format PDF que je vais vous montrer tout à l'heure et surtout au format HTML en ligne qui va vous intéresser parce que il y a tous les liens qui m'ont permis de récupérer les textes. Donc comme ça, ça vous permet aussi de vérifier que le texte est bien à jour. Parce que ça, évidemment, quand il y a des modifications de texte, personne ne vous le dit. Enfin, ou alors, voilà, il y a peut-être des gens qui regardent sur les réseaux sociaux, mais bon, les réseaux sociaux, c'est pas toujours voilà, l'endroit où on a l'information la plus up-to-date. Voilà, puis j'avais fait un document spécifique pour tout ce qui est installation d'un pylône et d'une antenne. Parce que c'est quand même un... Il y a de la documentation derrière. Donc, ah non, 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 là c'est de la réglementation. Je ne parle que de réglementation.
Je ne parle pas de technique. Alors, sinon, technique, là, c'est foutu, là. Je ne parle que de la réglementation, et on est bien d'accord que c'est la réglementation française. Les Belges ont une autre réglementation, notamment pour tout ce qui est installation des pylônes. Voilà. Donc, ça peut être intéressant. Je vous montre rapidement l'HTML. Le gros avantage, c'est que dès que vous avez un lien comme ça, bah, évidemment, vous pouvez aller dessus pour cliquer là et ça ouvre Légifrance. Voilà. Et donc, on peut naviguer à l'intérieur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, j'ai mis des balises. Et là, si je coche ici, ça va sur le texte de mon document HTML. Si ça veut bien y aller. Ça met du temps parce que ça charge tout le bazar. Alors, est-ce qu'elle l'a pris? Yes. On est à quelle page là? Oh, bah, on doit être à la page 3-4, je sais pas, tout au début, premier chapitre. Là, pour le moment, je ne parle pas encore du coup. Hein. Alors, on se calme. On fait en détail là. Donc là, je vous montre l'envers du décor, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut aller chercher ces textes-là. Et par exemple, là, bah voilà, si vous voulez, donc ça c'est l'arrêté tel que j'ai été le chercher, donc c'est du copier-coller. Et si vous voulez le vrai texte, vous l'avez ici, sur Légifrance. Donc vous cochez ça. Tu pointes la source. En fait. Voilà, et là je pointe la source. Et donc là, vous avez la source Légifrance. Voilà, donc si vous voulez vous amuser, il y a de quoi faire. Voilà, je reviens sur mon PDF. Alors évidemment, on ne va pas s'amuser à regarder tous les textes, hein, tout au moins à aller sur Internet chercher tous les textes. J'ai fait le travail pour vous. Mais si vous voulez en savoir plus, voilà. Nous tenir informés. Ou vous tenir informé, voilà, si vous ne savez pas quoi faire la nuit et que vous êtes insomniaque, il y a compter les moutons et il y a aussi lire le journal officiel. Je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'on doit quand même avoir une veille au niveau de ces lois et de ces réglementations. Mais il y a des gens qui le font. Danger, si on les écoute pas, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Heureusement, ça ne change pas tous les jours. Mais voilà, il faut se tenir au courant. Et donc, il faut regarder tous les jours, il faut regarder le journal officiel s'il n'y a pas une nouveauté. Enfin, moi, c'est ce que je fais tous les jours. Ou suivre des forums ou des groupes de radio. Ouais, ben d'accord, mais le problème, c'est que les forums, ils répètent ce que d'autres ont dit. Et si personne n'a vu le texte sortir... si personne n'a vérifié... Parce que tu n'as aucune alerte. Tu n'as aucune alerte en ligne qui te dit, attention... Non, mais tu n'as pas des groupes sérieux, par exemple, que tu pourrais... Si, mais bon... c'est pas... Ouais. Il y a un peu de boulot. La rigueur doit t'appartenir. Voilà. Il faut aller regarder de temps en temps, au moins une fois par an, si les liens que tu indiques sont toujours valables. Et quelquefois, il y a des surprises. Ça te renvoie ailleurs. Non, soit le lien est mort, ou alors tu as des nouveautés sans que tu le saches. Voilà, donc tous ces textes dont on va parler ce soir, mais aussi les autres soirs, vous le trouvez. Alors, le document PDF, il est là. Voilà, c'est la version de septembre, et vous remarquez qu'elle fait 278 pages. Voilà. Donc, heureusement, je vous en ai fait la synthèse. En vous expliquant comment ça se lit, parce que c'est pas aussi... Alors, je vous rassure quand même, la plupart des documents sont en français. C'est-à-dire que l'ERR, on a la chance que les documents de l'UIT, le français est une des langues officielles de publication des textes de l'UIT. Ce n'est pas le cas pour la CEPT. Donc, quelquefois, pour la CEPT, c'est un document en anglais, alors que je traduis... Voilà, heureusement, il y a des outils de traduction en ligne, mais voilà, il faut faire gaffe aussi parce que
Traduire le chinois en français, c'est pas triste. Ah oui, oui, non, mais ça, c'est certain. Oh, Voilà, donc voilà. Donc je reviens sur mon PDF et on continue donc après avoir vu ce petit préambule. Donc au niveau international, on a donc l'UIT qui édite ce que nous appelons le règlement des radiocommunications ou en anglais le Radio Regulation. Ça tombe bien, c'est les mêmes initiales. voilà. C'est très bien. Pour une fois qu'il y a un truc qui est bien fait. Ouais. Et donc ce joli document qui est là, que je vous ai mis ici, parce que je l'ai téléchargé. Donc la dernière édition, c'est celle de 2020, suite à la CMR de 2019, parce qu'ils mettent un an à peu près à acter et mettre à jour leurs documents, parce que comme c'est un traité international, il faut qu'il y ait le retour de tous les pays. Est-ce qu'on est bien d'accord de ce qui a été discuté lors de la CMR? Et donc là, vous avez 442 pages. Voilà. Avec une grosse partie qui est là, pardon. Le secret des correspondances, c'est pas ça. Voilà, c'est celle-là. Chaque bande, donc les fréquences et les services qu'il y a sur chaque bande. Donc là, si c'est dessiné comme ça, ça veut dire que c'est valable en région 1, en région 2 et en région 3. Sinon, il y a une séparation. Est-ce que j'ai une séparation? Ah bah, pas facile d'en trouver une. Évidemment, voilà, par exemple, ça, il y a des affectations différentes selon les régions. Donc là, c'est valable en région 1 et ça, c'est valable en région 2 et 3. Voilà, donc là, à chaque fois, les fréquences. Et vous avez à chaque fois un petit renvoi. C'est ce qu'on appelle les notes de bas de page. On parlera de ça quand on fera le plan de fréquence. Vous allez voir. C'est des astérix. Voilà, en disant, moi je suis pas d'accord. Évidemment, chaque pays voilà, donne son petit avis. Voilà, donc l'ERR, qui est un document. Alors déjà, l'ERR, c'est l'UIT. L'UIT est une branche de l'ONU. Donc, c'est l'ensemble des pays, donc les 198 pays du monde, qui se réunissent tous les 3-4 ans et qui discutent de l'harmonisation des fréquences. Parce que comme vous le savez, les fréquences ne connaissent pas les frontières. Et pour nos amis les industriels, c'est mieux quand même que tout le monde se mette d'accord sur les fréquences à utiliser, ça leur évite d'avoir 36 matériels à développer. D'autant plus qu'après on est emmerdé aux frontières. Voilà. Donc voilà, l'UIT, c'est une des branches de l'ONU, et comme elle est une branche de l'ONU, eh bien, elle va faire toutes ces décisions sont prises à l'unanimité. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas d'accord, il le dit et c'est marqué dans le RR. Et là, du coup, ça fait des tas, ce qu'on appelle des notes de bas de page. Le RR est découpé en 3 parties. Donc, ce que je vous ai montré, les 448 pages, c'est le premier tome, c'est-à-dire les dispositions. Il y a en tout 58 dispositions, S1 à S58. Il y a à la suite, donc, dans un autre document qui est aussi assez volumineux, les appendices. Alors, c'est mal traduit parce qu'on devrait dire annexe en français. Et donc, il y a 42 annexes. Des points. Des documents annexes. Des documents annexes, voilà. Des documents annexes. Et enfin, puisque l'UIT est une branche de l'ONU, il y a les résolutions. Je rappelle que l'ONU
votent des résolutions, ce pas des lois. On ne peut pas voter une loi, c'est une résolution. C'est dire, bah, Il y a des fois, ils mettent un veto. et il y a des fois, ils mettent un veto. Et les résolutions, c'est bien connu, c'est fait pour ne pas être appliqué. En fait, quand on dit des fois ils mettent un veto, il y a des pays qui ont des droits de veto, ou tous les pays ont un droit de veto. En fait, là, tous les pays ont un droit. Alors, c'est pas un droit de veto, c'est un droit de remarque. C'est-à-dire que dans le plan de fréquence, on va dire, ah bah moi, chez moi, je dis, bah cette fréquence-là, je la réserve, je dis n'importe quoi, aux militaires. Et l'autre pour les exploitants des bananes. Voilà. Enfin, c'est peut-être pas aussi précis de dire exploitant de bananes, mais enfin, on dit à ce moment-là réseau professionnel. Oui, tranche agricole, par exemple. Voilà. Mais, voilà. Et donc, mon RR, donc j'ai des dispositions qui sont importantes. S1, ce sont toutes les définitions. Donc là, ça définit tout ce dont on va parler. Et donc, dans ces définitions, on en a deux qui nous intéressent. Il y a la S156, donc c'est le point 56 du S1, qui définit le service amateur. Et ce service amateur, c'est la définition officielle qui va être reprise non seulement par la CEPT, mais aussi par la France. Donc c'est cette définition. Qu'est-ce que le service d'amateur? Parce qu'on ne dit pas service radio amateur, on dit service amateur. Et donc le service amateur, c'est un service de radiocommunication. Donc c'est pas télécom, c'est radiocommunication, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques effectuées par des amateurs, c'est-à-dire des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire. Facile. Une fois qu'on a dit ça, on a bien décrit notre activité. Donc, radiocommunication, enfin les termes importants, c'est radiocommunication, instruction individuelle, des amateurs, donc c'est pas des professionnels, c'est ça que ça veut dire, hein, surtout. Et donc la technique de la radioélectricité, ok, c'est bien, ça va en fait avec les radiocommunications. Hein. Et le dernier, à titre uniquement personnel, c'est-à-dire que je ne peux pas faire commerce de mon activité, Fournir un service. ni fournir un service, et sans intérêt pécuniaire, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de me faire rémunérer. Ni fournir un service. Ben, ni fournir un service, j'ai pas le droit, enfin, un service au sens professionnel du terme, quoi. Et après, si c'est une association, par exemple, comme là, les relais, des associations qui gèrent des relais. Ça, c'est autre part, c'est autre chose. Oui, C'est pas un service. C'est pas un service. Ben, c'est un service à relais, sauf que c'est pas fait en but lucratif. Ben voilà, c'est avoir ça en tête. On fait ça bénévolement. Et pour l'instruction individuelle, c'est ça qui est important. C'est de l'éducation, en fait. C'est de l'éducation, exactement. De la recherche. Ou de la recherche aussi. Et le S157, qui est juste après, 56-57, il définit, lui, le service d'amateur par satellite. Pourquoi on a cette distinction? C'est qu'on verra un peu plus tard que le RR distingue où sont les stations. Est-ce que c'est une station terrestre, une station aéronautique ou une station spatiale? Hein, il y a trois. Et puis quand c'est terrestre, est-ce que ça bouge ou est-ce que c'est fixe? Est-ce que c'est mobile? Est-ce que c'est fixe? Voilà. Une fois qu'on a dit ça, bah c'est bon. Et donc, vous remarquez qu'on n'a pas de service amateur aéronautique. C'est par satellite. D'accord. D'accord? Donc, en théorie, on n'a pas le droit de monter une station sur un avion. Ou un aéronef. Sur un bateau, on peut le faire.
Ah bah parce que c'est pas prévu. Le RR dit c'est pas prévu. Oui, pour les radios amateurs, mais on peut avoir Ah oui, bah oui, parce qu'il n'y a pas de S58 Oui. qui dirait service amateur aéronautique. C'est lié à la réglementation aéronautique. Où ils utilisent eux, les fréquences Mais aéronautiques. peut-être. On est dans l'air, et risque de collision, machin. Voilà, ouais. Mais bon, on pourrait imaginer. on ne peut pas déranger ces lignes-là, je pense, surtout parce que c'est des lignes de trafic et du coup, si les radios amateurs. Ah non, mais aussi attends. trafic. Le service amateur par satellite, c'est sur les mêmes bandes que le service amateur. C'est les mêmes bandes. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire, pardon? Le service amateur est sur les mêmes fréquences que le service amateur par satellite. Et on pourrait très bien imaginer un service amateur aéronautique sur les mêmes bandes que le service amateur. On aurait des réglementations de position à respecter. Ah bah, peut-être. Collision avec Il n'empêche. l'entraînement des chasseurs. On ne rentre pas dans les détails, mais voilà. Donc, le S157, il nous dit que le service d'amateur par satellite, c'est un service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d'amateur. Facile. Et donc, ça, c'est les deux définitions qui vont nous intéresser. Il y en a plein d'autres, hein. Mais voilà, c'est les deux qui nous intéressent plus précisément. Et il y a un deuxième article qui nous intéresse aussi, qui est le S25, qui traite des conditions d'exploitation du service amateur. C'est-à-dire Eh bien, alors, il est assez court, le S25, mais par exemple, le 25.2a dit il est interdit de coder les transmissions. Alors, coder au sens crypté, c'est-à-dire coder dans tous les textes français ou internationaux, coder, ça veut dire faire en sorte que des tiers ne puissent pas comprendre le message, décoder le message. Ouais. Donc, moi, j'appelle pas ça coder, moi, j'appelle ça crypté. Parce qu'un code, si tu as la clé pour décoder, et que la clé est publique, le morse, c'est un code. Mais tout le monde y a la clé. Et tout le monde a la clé. Voilà. Donc, il est interdit de coder les transmissions. Le 25.6, c'est important, les administrations vérifient les aptitudes des opérateurs. Donc, ce sont les administrations qui, normalement, doivent faire passer des examens parce qu'il faut vérifier les aptitudes des opérateurs. Alors, les administrations peuvent très bien signer des conventions pour déléguer cette vérification. Mais c'est les administrations de chaque pays qui font cette démarche. Le 25.9 est important aussi. Les stations d'amateurs doivent transmettre leur indicatif d'appel à de courts intervalles. Il faut s'identifier de temps en temps. Voilà. On n'en sait pas plus. Alors, c'est un document de l'UIT, donc c'est toujours assez vague. Et après, dans la réglementation européenne ou nationale, eh bien, on donne un peu plus de détails ou pas. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de ce qu'il y a dans le 25. L'article 25, il fait à peu près une page. Donc c'est assez... Voilà. Ah, ça me gêne, je vais le pousser. On a aussi des résolutions, donc il y a des articles, il y a aussi des résolutions. Alors je vous passe sur le plan des fréquences, qu'on verra une autre fois. Il y a aussi les indicatifs. Hein. Les indicatifs sont gérés entre guillemets par l'unité dans une annexe. C'est-à-dire qu'il y a une annexe qui dit tel pays a droit à telle lettre ou telle matricule. Ouais. Comme les plaques de voiture. Voilà, ou des avions. Immatriculation des avions et les indicatifs d'appel radioamateur, c'est la même table. Oui, c'est comme les noms de domaine, par exemple. Voilà, exactement. Et les noms de domaine, c'est pareil, c'est l'UIT qui gère ça.
dans une autre partie, Sous-partie, ouais. dans une autre sous-partie, parce que nous, ce qui va nous intéresser, je ne l'ai pas dit, mais c'est l'UIT-R. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'UIT, C'est radio. il y en a une partie qui fait la radio, une partie qui fait les télécoms, UIT-T, donc toutes les normes, téléphonie, Internet, tout ça, et l'UIT-D qui fait toutes les normes. Les normes, tout ce qu'on peut avoir comme normes Internet, les protocoles, exactement. Ouais. Ça, c'est l'UIT-D. Donc, il y a 3 branches de l'UIT. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'UIT-R, radio. Il y a l'ISO aussi, non? Oui, l'ISO, ouais, aussi. Au niveau, donc, alors, il y a des questions sur Internet. Alors, bien pris pour les aéronefs, mais il est à bord d'une embarcation maritime hors de VHF. Peut-on trafiquer sur un bateau? Bah oui, on pourra trafiquer sur un bateau. On va le voir puisque le bateau, jusqu'à présent, c'est terrestre. C'est-à-dire qu'on peut trafiquer, on verra comment ça fonctionne un peu plus tard, là, pas tout de suite. Mais on doit être dans l'eau, normalement. Dans les eaux internationales. Pardon? Dans les eaux internationales. Sinon, si t'es pas dans les eaux internationales, t'es considéré comme étant en France. Quand tu es dans un port, t'es en France. Si tu es dans les eaux internationales... Je ne parlais pas de ça, je parlais de la position physique. Oui. Est-ce qu'elle doit être automatiquement sur un flottant, sur un flotteur, c'est-à-dire que soit sur un fleuve, un lac. Si c'est un fleuve, un lac, t'es en France. Oui, oui. Ou dans le pays. Oui, non, ça tout à fait, ça je suis d'accord. Mais je parle d'une communication maritime, elle est, enfin marine, pardon, elle est. Généralement c'est sur une embarcation. Voilà, c'est pas une base. Elle n'a pas le droit de communiquer, si elle a le droit. Qu'est-ce que tu appelles une base? Imaginons, je sais pas, moi je suis pêcheur, enfin je suis femme de pêcheur. Allez, voilà. Donc, imaginez que je suis femme de pêcheur. Le pêcheur, il est à la mer, il a sa radio. Ouais. Est-ce que moi, en tant que femme, je peux avoir la radio? Si tu as un indicatif radio, oui. Non, si j'ai une indicatif radio amateur. Oui. Sur les fréquences, les fréquences radio amateurs. D'accord. Les pêcheurs de morue, ils étaient partis à Saint-Pierre et Miquelon ou ailleurs, et les femmes bretonnes, elles arrivaient à communiquer avec eux. Oui, mais ça, c'était par Saint-Lys, c'était des trucs. Il y avait des grosses stations. Mais bon, normalement, radio amateur, on peut contacter tous les radioamateurs que tu veux. D'accord. Même sur la bande marine. Non. Sur les bandes radio amateurs. La bande marine, c'est autre chose. La bande marine, c'est une bande marine. C'est qu'il y a une réglementation spécifique. Et quand tu es avec une VHF marine, tu n'as pas le droit de contacter la Terre. Tu ne peux contacter que le cross. Ou un bateau. C'est quoi le cross? Le truc de l'organisation des secours. D'accord. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà, non, mais ça, c'est là, on sort largement du débat. Alors, si TX sur les bandes amateurs, bien sûr, mais si TX sur les bandes marines, c'est une licence spécifiée. Oui, là, on parle bien des stations radio-amateurs qui utilisent des fréquences radio-amateurs. On est bien d'accord. Hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. On est là pour le certificat d'opérateur radio-amateur. Faut foutre ça. Et évidemment, on peut. La radio, il y a autre chose que les radio-amateurs. Oui, ça déborde, bien d'accord. Mais ça déborde largement. Donc l'UIT fait aussi, émet aussi des résolutions. Et en fait, les résolutions, c'est plus pour essayer de trouver une solution à un problème. On n'est pas, tous les pays ne sont pas obligés de voter la résolution. C'est plus une démarche qu'autre chose. Parce qu'il n'y a rien de contraignant non plus. Oui, mais c'est diplomatique, c'est pas... C'est diplomatique, complètement. Et donc, on a une résolution qui est assez importante, c'est la 646,
qui est intitulé Protection du public en cas de, et secours en cas de catastrophe. Ça s'appelle la PPDR en anglais. Alors, je ne sais plus ce que veut dire PPDR, peu importe. Mais ça, donc c'est, ça parle de tout ce qui est protection du public. Et il y a un petit chapitre qui va concerner les radiocommunications de secours. Et dans ces radiocommunications de secours, on va parler rapidement des radioamateurs. Donc cette résolution 646, elle a été votée après une convention qui s'appelle la convention de Tampere. Tampere, c'est un gros patelin en Finlande. Et il y a eu en 98 une grosse conférence qui organisait les mises à disposition de ressources en télécommunication en cas de catastrophe. Donc tous les pays se mettaient d'accord pour faire une sorte de stock de matériel de communication à envoyer en cas de catastrophe. Alors je sais plus, je crois que c'était à suite à un tsunami sans être certain. Voilà. Où il y avait eu des gros besoins qui avaient été identifiés, qui n'avaient pas été prévus, et que donc c'est lors de cette convention qu'on décide de créer ce stock et puis aussi une coopération entre les États, c'est-à-dire d'envoyer du personnel, pas que pour les communications, hein. Enfin là, la Tampere, c'est pour les ressources en télécommunication, mais la résolution 646, ça parle de toute la protection du public. Pas, il peut y avoir. Voilà. Et donc, cette 646, elle remplace la résolution 640, qui, elle, parlait uniquement de l'utilisation internationale en cas de catastrophe naturelle des bandes attribuées aux services amateurs. Donc, il y avait une petite partie, mais ce qui était important, l'utilisation internationale en cas de catastrophe naturelle. Un volcan qui explose. Un volcan qui explose, oui, mais une bombe qui explose, non. Un barrage qui cède. Un barrage qui cède, c'est pas une catastrophe naturelle. Ça dépend. Si c'est un séisme. Non, mais c'est une crue ou un séisme. Ouais, mais enfin bon, après, alors le débat c'était de savoir est-ce que c'est une catastrophe naturelle ou pas, tu vois. Ouais, les assureurs ils sont derrière. Non, mais ça, c'est pas nous qui le définissons. C'est l'État qui le définit, je pense. Bah ouais, mais quand t'es à l'ONU, après, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est la responsabilité de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, l'ONU, les règles, elles sont attribuées à l'État. Enfin, tu vois, c'est l'État. Ouais, mais je sais pas. En tout cas, c'est ce qui posait problème. C'est cette histoire de catastrophe naturelle qui posait problème. Ce qui veut dire aussi qu'en cas de guerre, par exemple, tu vas te faire voir. Quoi. Ouais. Voilà. Alors que la 646, elle s'adresse à la protection du public en cas de catastrophe, quel que soit le type de catastrophe que ça peut être. Et donc la 644 aussi, elle traitait des moyens de communication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe. Voilà. Donc les 640 et 644, elles ont été donc abrogées en 2003 et remplacées par les 646. Et il y a une recommandation, donc qui est un peu comme une résolution, sauf que la recommandation, elle est faite par un comité. Donc c'est pas en conférence plénière. Et la recommandation, donc la 1042, la RM, donc RM c'est radio et M, je sais même plus ce que c'est. Bon, enfin en tout cas c'est l'UIT-R, donc de radio, qui a sorti cette recommandation, et elle dit que voilà, donc elle rappelle ce que l'UIT attend des radioamateurs, la mise en œuvre rapide de réseaux souples et fiables. Simple. Donc cette recommandation, elle recommande justement aux administrations
de laisser faire les radioamateurs et de les laisser s'entraîner, quoi, en clair. Voilà. Donc ça, c'est au niveau... alors, ouais, 647 aussi. La 647, elle n'est pas con, parce qu'elle prévoit l'établissement d'une base de données des fréquences utilisables. Ouais. Parce que c'est bien gentil de dire, bah, on va utiliser les fréquences, oui, lesquelles? Donc, 647, voilà. Et puis la disposition, une des dispositions du S25 qui a été ajoutée dernièrement, qui dit que les administrations sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour autoriser les stations d'amateurs à se préparer en vue de répondre aux besoins de communication pour les opérations de secours en cas de catastrophe. Là, c'est clair. Et ça, c'est une disposition qui a été ajoutée il y a une dizaine d'années. Et pour une fois, c'est un texte onusien qui ne tourne pas autour du pot. Ce qui est quand même assez rare. Tous les 3-4 ans à peu près, l'UIT organise une CMR, donc Conférence mondiale des radiocommunications, ou World Radio Conference. World Radio Conference. World Radio Communication Conference. Parce que si vous tapez WRC sur Internet, vous allez tomber sur toutes les courses de voitures. Donc ça n'a rien à voir. Mais par contre, si vous tapez CMR, là, vous allez trouver plutôt ce dont on parle, c'est-à-dire les conférences mondiales des radiocommunications. Donc tous les 3-4 ans, bah, tout le monde se réunit. Alors il faut trouver un énorme endroit pour réunir 198 délégations. L'UIT, elle a son siège à Genève. Alors ils ont un bel amphithéâtre, mais l'amphithéâtre il suffit pas. Donc à chaque fois ils parcourent le monde. La dernière en 2019 c'était à Sharm el-Sheikh. Donc il y avait eu, enfin je suppose qu'il y a une énorme salle de conférence là. Et puis il y a les hôtels qui vont bien. Et là, la prochaine conférence qui aura lieu donc en décembre 2023, dans un an, ça se passe à Dubaï. Et c'est pareil, je suppose qu'il y a un amphithéâtre avec éclairage nocturne. Voilà, et climatisé, j'espère pour eux. Parce qu'ils sont en ciel ouvert. Voilà. Donc voilà, bon ma petite remarque sur la dernière CMR à Sharm el-Sheikh. Nos bandes ont été sauvegardées, mais l'harmonisation souhaitée pour l'attribution de la bande 52-54 mégas, où c'était un des points lors de cette CMR, s'est soldé par des attributions au cas par cas selon les pays. Il y a eu jusqu'à, de mémoire, pour chaque sous-bande de la bande 52-54, jusqu'à 30 notes de bas de page pour cette bande-là. Donc, pour tout ça pour vous dire que personne n'était d'accord. Elle a apparu chez les radioamateurs environ vers quelle époque? La bande 50 mégas? Oui. En fait, alors, le 50 mégas, à l'origine, c'était la bande télévision. La bande VHF télévision. Et c'est toujours, en France, la bande VHF télévision. Bon. C'est ce qui sert quand vous avez le Tour de France. Vous avez la moto qui suit le Tour de France et l'hélico en hauteur. Qui marche dans les 50. Ce qui marche dans les 50 mégas. D'accord, tu vas dire dans ce sens-là, c'est-à-dire entre communications. Ah bah peut-être, mais c'est le CSA qui gère ça. Hein. Quand j'étais troufion, on avait un énorme poste, le BLU qu'on l'appelait, et il marchait sur la bande des 50, et il me semble bien qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de mettre les pieds. Enfin bon, en tout cas, cette bande-là, bon, du coup, enfin depuis, elle a été réattribuée. En France, c'est toujours le CSA qui l'a. Et qui nous la laisse à titre dérogatoire. Enfin, le CSA est primaire et nous, on est secondaire. 52-54.
Voilà. Mais 52-54, on n'y a pas droit, nous. Hein. C'est 50-52 chez nous. Ah, voilà. Mais c'est 50, normalement c'est 50-54, sauf en France et dans d'autres pays où c'est 50-52. Parce que ce 52-54, là, il y a l'armée qui lorgne dessus. Voilà. Voilà, donc là, je vous ai mis les logos. Le logo de Dubaï, il n'est pas encore... je pense qu'il va évoluer un petit peu. Je ne sais pas ce qu'ils vont mettre. Là, bon, c'est Un palmier. Un palmier, peut-être, je ne sais pas. Une Romania. Oh, il y en a pas besoin. Ça peut rouler. Au niveau européen, maintenant, donc on a la CEPT. La CEPT, ça regroupe toutes les administrations chargées des postes et télécommunications des pays de l'Union européenne, donc je rappelle qu'on est 27 depuis que le Royaume-Uni est parti, et de 19 autres pays européens. Alors auparavant, on était 48, il n'y a pas si longtemps que ça, on était 48, et il y en a 2 qui ont été exclus. Devinez qui c'est? La Russie. Russie et... Les Anglais? Non. Et Biélorussie. Voilà. Donc ces 2 pays ont été exclus au mois de mars de cette année. Ah ouais. Suite aux petits problèmes qu'il y a. Oui, mais en fait, ils vont partir en Asie, je pense, c'est ça. Bah après, oui. Et puis de toute façon, ils avaient aussi leur propre système. Parce que la Fédération de Russie fait partie de la CEPT, mais ils ont aussi un organisme qui gère les fréquences au niveau des anciens pays de l'URSS. Il peut faire partie de 2 organisations, c'est pas interdit. Hein. Ouais. Bon, on va arrêter là. Donc la CEPT, en fait, la CEPT, ce qu'elle fait, elle regarde les textes de l'ONU, et puis elle essaye de peaufiner un petit peu, d'aller un peu plus dans le détail, et de sortir des réglementations qui soient cohérentes sur l'ensemble de l'Europe. C'est surtout, au niveau de la CEPT, c'est surtout un lobbying des industriels des télécoms. Parce qu'évidemment, par exemple, un téléphone, c'est vachement bien si on peut utiliser le même téléphone partout en Europe, que ce soit les mêmes bandes. Bah, ça paraît aussi pour la radio. Oui. Non, mais d'accord. Enfin bon, je veux dire, le marché n'est pas du tout le même. Le marché des téléphones portables n'est pas du tout le même que les marchés des talkie-walkie. Mais il fut un temps, le marché des talkie-walkie était plus... Ah oui, mais attends, oui, mais les lobbies ont changé. Oui, ça peut encore changer, je ne sais pas. Qui c'est qui sert des téléphones et des smartphones? Il n'y a pas beaucoup de radioamateurs. Hein. Pas bon. Donc, notre CEPT, elle a des textes et elle fait des recommandations. Parce qu'évidemment, elle ne peut pas encore une fois imposer quelque chose. Elle fait des recommandations. Et notamment pour nous radioamateurs, il y en a 2 qui nous intéressent qui sont super importantes. C'est la TR01, alors TR6101, pardon, qui date de 1985. Et donc depuis 1985, les radioamateurs de la CEPT, dont les administrations ont dit qu'elles appliquaient cette recommandation, circulent librement. C'est-à-dire que avec mon indicatif radio français, je peux l'utiliser dans tous les pays CEPT qui appliquent cette recommandation. Et ils l'appliquent tous. Alors, vous remarquez quand même, dans les 27 pays de l'Union européenne et 19 autres pays européens, par exemple, il n'y a pas Andorre, il n'y a pas Monaco. Il n'y a pas la Cité du Vatican. Ah bon? Par contre, il y a Saint-Marin. San Marino, ça y est. Mais voilà. Mais il y a des
convention qui rattache Andorre et Monaco à la France. Donc on est sauvé. Donc la 6101, ça permet comme ça, avec mon indicatif, de pouvoir l'utiliser quand je vais en vacances notamment, parce que l'idée c'est au sein de la CEPT pour des séjours de moins de 3 mois. Donc c'est des courts séjours entre guillemets pour des vacances. Évidemment, si vous y restez, si vous y résidez, bah, il va falloir sûrement se mettre en conformité avec la réglementation locale, ce qui est logique. Et comme on avait cette libre circulation, bah, pas tout de suite après, quand même 5 ans après, on s'est dit, bah, ça serait bien que tout le monde ait le même niveau technique, enfin tout au moins le même niveau, et donc qu'il y ait un programme d'examen détaillé qui définisse ce dont on a besoin pour circuler librement, parce que c'est bien gentil de dire ok, on circule librement, il faut que tout le monde ait le même niveau. Et donc il y a eu 5 ans après la TR 6102 qui donne le programme technique. Et le programme technique de l'examen français, c'est un copier-coller avec ce texte, la TR 6102. Si bien que quand il y a eu quelques modifications, il y a une dizaine d'années, en rajoutant notamment le traitement numérique du signal, l'ANFR, pas l'ANFR, l'ARCEP a été obligé, c'est pas l'ARCEP d'ailleurs, c'est le ministre des communications électroniques qui a été obligé de mettre à jour le programme de l'examen. Alors, attends, ce que tu viens de dire, avant que tu dises ça, ouais. Tu as parlé de numérisation. Oui, le traitement numérique du signal a été ajouté. Il y a eu des modifications de cette recommandation. Il y a eu une modification dans les années 2010, par là, où on a introduit dans le programme de l'examen un traitement numérique du signal, qui n'existait pas auparavant. Et la CEPT faisait pression sur le ministre français pour mettre à jour le programme de l'examen français. Alors ça a été mis à jour. Jusqu'à ce jour, il n'y a toujours pas de questions sur le traitement numérique du signal dans les questions d'examen, mais c'est au programme. Ça peut arriver. Et ça peut arriver du coup. Alors après, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Toujours pareil. Ah non, ça c'est de la réglementation. Moi je te parle de technique là. Donc on va parler de quoi? Les TMR, ça bouge tous les 3 mois. Les protocoles de communication. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que ça sera plutôt ça. Bah ouais, moi je voyais plutôt échantillonnage, fréquence d'Oniquitz, des machins comme ça. De la technique pure. Je sais pas. Le débat est ouvert, je ne sais pas de quoi ça va parler. Parce que DMR, quand même, j'ai un petit problème. Hein. C'est propriétaire, ça. Mais justement, c'est ce qu'on je crois que c'était la semaine dernière, on parlait de ça. C'est l'ICOM, hein. Ouais. C'est l'ICOM, hein. Donc, si on commence à dire, on parle d'ICOM, tu as tous les autres Motorola et autres qui vont vouloir dire, ah bah oui, moi, pourquoi on parle pas de moi? Bon. Non, mais c'est surtout pour ces modes-là, parce que c'est des modes un peu numériques, un peu spécifiques. Mais tu pourrais aussi parler de choses un peu plus... sans parler de DMR, de parler de traitement numérique du signal, de répartition dans le temps des... Je sais pas. T'en as plein. Alors, la durée de 3 mois est un cumul de plusieurs séjours qui peuvent atteindre 3 mois ou dès qu'un départ du pays visité est remis à 0. Oui, c'est ça. C'est comme les visas, hein, c'est pareil. Ça marche comme les visas. Pareil.
Ah non, moi, je suis allé en Indonésie, le permis de conduire. Je l'ai gardé pendant 2 ans. Ah oui, oui. Non, mais c'est le permis international. Mais là, quand on parle de certificat, c'est comme le permis. Quand tu vas dans le pays, par exemple, si je vais en Belgique, j'ai le droit de rouler officiellement. Officiellement, après, il y a une tolérance parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que tu es rentré. Mais normalement, c'est 3 mois. Ouais. Ben, Depuis 2005, il existe aussi une licence CEPT novice. Donc ça fait depuis longtemps que ça existe. Donc il y a un programme et une libre circulation. Il y a grosso modo la moitié des pays qui appliquent la CEPT novice. Et en France, on ne l'a jamais appliquée parce qu'il n'y a jamais eu de CEPT novice. Il y a eu à un moment les certificats de classe 3, donc ceux qui n'ont que la réglementation, ne peuvent pas prétendre à être novices parce qu'il n'y a pas de technique dans le programme. Tout au moins, il n'y a pas la technique qui est recommandée là dans le rapport ERC 32. Et enfin, en 2006, il y a eu un texte qui est sorti, une licence d'entrée, donc voilà, donc il y a une recommandation au CC Report 89, et il n'y a pas de réciprocité possible, et donc il n'y a pas de libre circulation possible, il n'y a pas d'équivalence. Voilà. Et donc sous ces textes-là, vous le trouvez sur le site de la CEPT, la plupart du temps en anglais, quelquefois traduit. Donc au niveau européen, donc la CEPT, son siège c'est à Copenhague. Donc, toutes les réunions se font à Copenhague. Alors évidemment, ils peuvent aussi faire des réunions ailleurs. Enfin, les bureaux officiels, c'est Copenhague. Et donc dans ces bureaux, il y a le Bureau européen des communications. Grosso modo, c'est le secrétariat, quoi. Et donc voilà, qui assure la logistique des réunions. Et il y a aussi le CCE, enfin, ou ECC en anglais, le Comité des communications électroniques, qui en fait c'est l'ensemble des représentants des pays membres de la CEPT qui préparent des documents et qui valident ça dans des groupes de travail. La plupart du temps, les groupes de travail se font à distance, voilà, surtout depuis la crise de la Covid. Auparavant, c'était souvent le cas, maintenant, c'est quasiment tout le temps. Et donc, ils font ça par visioconférence. Il n'y a qu'au moment où il y a vraiment des plénières, où ils se retrouvent tous à Copenhague. Mais c'est une fois tous les 2-3 ans. Alors ça, c'est du droit international. Donc, évidemment, c'est en dehors de ce que vous avez à connaître pour l'examen. Mais voilà, c'est pour vous rappeler certains termes. Une recommandation, c'est une incitation pour les États membres à adopter un comportement particulier en vue d'une harmonisation. Donc ça n'a rien du tout d'obligatoire. C'est juste une direction. Une directive donne des objectifs à atteindre avec un délai pour la transposition en droit national. Ça, c'est un peu plus méchant. C'est-à-dire que dans une directive, on vous dit, bah messieurs, il faut que vous transposiez ça dans votre droit national avant telle date. Sinon, sanction. Bon, en fait, les sanctions, jamais elles sont prises. Hein. Et la France est d'ailleurs un très mauvais exemple parce que souvent le texte, il est publié le 30 décembre Oui, la veille de l'échéance. La veille au soir. La veille au soir, voilà, en disant oh putain, on a oublié celui-là. Une résolution, alors les résolutions, c'est comme celle de l'ONU, c'est pour apporter une solution concertée à un problème. Concerté. Voilà. Et donc, seule l'UIT émet des résolutions. Et elles sont toutes recensées dans le RR. Par exemple, s'il y a des interférences avec ce qui a été utilisé, voilà. Et une décision, alors ça c'est quand même très rare,
tout au moins dans notre partie radio, elle est applicable sans transposition dans le droit national. Donc ça, c'est... Ça s'applique d'office au niveau mondial. Ouais. Ou européen si c'est une décision de la CEPT. Ah, d'accord. C'est quand même très rare. Au niveau national maintenant, donc notre activité elle est régie par le code des postes et communications électroniques, donc c'est assez long à dire, et donc moi je dis toujours CPCE. C'est plus simple, tout le monde au moins comprend ce que ça veut dire. Voilà, CPCE. Donc la première partie du CPCE, elle concerne la poste. Donc voilà, la poste, la vraie poste. Et la deuxième partie, elle va concerner les communications électroniques. Et il y a une partie à l'intérieur qui va concerner les radiocommunications. Communication électronique, c'est tout. Enfin, c'est Internet, c'est tout ce que tu veux. Hein. La fibre optique, ça en fait partie. Et donc, à l'intérieur, il y a quand même quelques articles qui vont nous intéresser. Il y a notamment le L333 qui dit « Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiques assignées à leurs utilisateurs », ça c'est nous, parce que on n'a pas une fréquence, on a des tas de fréquences. Hein, une fréquence, la plupart du temps, c'est des professionnels, on lui dit « Toi, ton talkie-walkie doit marcher sur telle fréquence ». C'est pas le L333. Nous, on peut utiliser la fréquence que l'on veut, et donc ces fréquences sont établies librement. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de demander une autorisation préalable pour émettre sur une fréquence. On émet où on veut, c'est établi librement. Les conditions d'utilisation de ces installations radioélectriques sont déterminées dans les conditions prévues au L36.6. C'est ce que l'on va voir après. Ce sont les décisions de l'ARCEP qui, elles, doivent être homologuées. Hein, L36.6, c'est tout ce qui... 36, c'est ARCEP. Et donc, ces installations radioélectriques, elles sont gérées par l'ARCEP. Le D406.7, qui est rattaché ici au L333, donne la définition des installations utilisant des fréquences radioélectriques. Donc il y a tout un... il y a 5 catégories. Je passe sur les deux premières qui s'adressent à des professionnels. Donc on s'en fout. La troisième catégorie, c'est on ne peut plus clair, service amateur. La quatrième catégorie, post-émetteur récepteur CB. Et la cinquième catégorie, autre radiocommunication de loisirs. Alors, il y a radiocommande, c'est moi qui l'ai rajouté, mais voilà. Donc, le service amateur n'est pas une radiocommunication de loisirs. Ça, c'est plus pour le Wi-Fi ou 2.4. Bah, est-ce qu'il existe un organigramme avec tous les CPCE, ARCEP ah bah non, ça serait trop simple. Non, bah... j'arriverai à comprendre, parce que là, il faut aller chercher là. Bah non, non, mais en fait, là, ça c'est la loi. Donc c'est les députés qui votent la loi. Ça, c'est un règlement, donc ça c'est un ministre qui a sorti un décret. Ces décrets, loi, donc c'est le Parlement. Des décrets. En dessous, encore une loi. Ça, c'est encore une loi. Et la loi, donc là, c'est le 41.1 qui dit l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative. L'utilisation de fréquences radioélectriques constitue un mode d'occupation privative du domaine public de l'État. Donc en fait, les fréquences font partie du domaine public de l'État. Toutes les fréquences. Donc les fréquences appartiennent à l'État. En fait, la
câble, c'est-à-dire que c'est déjà dans le modèle de l'État, même si tu vas jusqu'en dessous du jardin. Voilà. Donc on a vu les autorités réglementaires, enfin on n'a pas vu les autorités réglementaires, on a vu le code là. Dans ce code, il est défini les autorités réglementaires du code. Et en particulier, on a le L41 qui nous dit que le Premier ministre arrête le partage du spectre radioélectrique entre le CSA, l'ARCEP et les services de l'État. Services de l'État, c'est aéronautique, défense, les services de l'État. Recherche, c'est un service de l'État. Et ce qui est important, nous, CSA. Alors CSA, j'aurais dû changer le slide parce que le CSA a changé de nom, ça devient Arcom. CSA et Adopi. Adopi, ils ont fusionné. Voilà, au 1er janvier 2022. C'est devenu l'Arcom. Donc là, il faudra que je change le slide. L'ARCEP, bah, on va le voir après, ça c'est nous. Et puis les autres services de l'État, bah, là, on peut imaginer tout ce qui est tous les services régaliens. Et donc, du coup, c'est le Premier ministre qui détermine le tableau national de répartition des bandes de fréquences, le TNRBF. Le TNRBF qui est publié par l'ANFR. C'est l'ANFR qui est le gardien, entre guillemets, de ce document. Et qui le met à jour à chaque fois que le Premier ministre sort un nouvel arrêté. Et évidemment, il faut que ce TNRBF soit conforme avec les textes européens et mondiaux de l'UIT. Il faut que ce soit cohérent. Alors juste un truc ici, ça c'est ce que l'ANFR appelle la frise des fréquences. Ça c'est un truc qui est super bien fait, pour une fois. Il faut le dire, quand c'est bien fait. Là vous avez toutes les fréquences du TNRBF, avec à chaque fois les primaires, les secondaires. Donc c'est super, hein, on peut zoomer. Hein. Alors le document, enfin, du coup on peut pas trop zoomer parce que j'ai pas suffisamment de définition. Oui, c'est pas sur PDF, mais dans le document officiel on peut... Mais dans le document officiel, le document il fait 2,80 m de long. C'est une belle, un beau truc. C'est ce que j'ai mis là. On va le faire en banderole en fait. Ouais. Bah, j'ai essayé de le mettre, mais 2,80 m, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, et donc alors il y a les bandes de fréquences, et il y a à chaque fois des petits pictogrammes qui montrent voilà ce que c'est, quoi. Qui donne une idée de ce que c'est. Alors ça marche pas là. Bon. Toc. Donc vous avez, là je vous ai mis la frise, le PDF, et si vous voulez l'acheter, je crois que c'est 130 €. Enfin c'est sur une toile plastifiée, hein, donc c'est un beau joujou. Ça devrait être affiché dans tous les radioclubs. Il devrait nous le donner. Bah, il y a eu un moment, il y avait des jeux un petit peu, et le cadeau c'était une frise envoyée à ton adresse. Ça tient même pas dans la salle radio, ça va tout autour. Ah bah 2,80 m, ça commence à faire. Hein. Et donc là, c'est l'ensemble du spectre de 3 kHz à 300 Go, puisque c'est le spectre que gère l'UIT, quoi. C'est toutes les fréquences radio. Avant, c'est plus de la radio. Après, c'est plus de la radio non plus, c'est de la, c'est de la lumière. Le plus en bas, c'est 3 kHz. On est presque dans les VL. Ah ben même avant. Hein. Même avant. Donc, toujours dans mon code des postes et communications électroniques, j'ai l'ARCEP, donc qui s'appelait auparavant l'ART,
qui est consulté sur tous les projets de loi, de décret ou de réglementation relatifs au secteur des communications électroniques et participe à leur mise en œuvre. Voilà. Donc l'ARCEP, vous en entendez toujours parler, c'est surtout côté téléphonie d'ailleurs. Mais il s'occupe aussi des radioamateurs. Et donc l'ARCEP a pris plusieurs décisions. Vis-à-vis de ce code des postes et communications électroniques, donc le L36, alors le L36, il parle essentiellement de l'ARCEP, et donc il y a ce que fait l'ARCEP, et donc l'ARCEP assigne aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité et veille à leur bonne utilisation, et c'est pour ça qu'on dit que l'ARCEP est notre autorité de tutelle. C'est-à-dire que c'est l'ARCEP qui dit les radioamateurs ont droit à aller sur telle fréquence, dans telles conditions, avec telle puissance, avec telle bande passante, etc., etc. Donc les conditions techniques. Dans le L42 qui parle de je ne sais plus quoi, on voit que l'ARCEP fixe les conditions techniques d'utilisation des fréquences dont l'assignation lui est confiée. Donc elle assigne des fréquences et fixe les conditions d'utilisation de ces fréquences. Et donc ce sont ces deux articles-là qui sont le fondement de la décision 12-1241. Donc ça concerne, c'est le tableau des fréquences affectées aux radioamateurs et les conditions techniques. Et cette décision 12-1241 a été modifiée par 2 fois parce qu'on a rajouté des bandes. D'abord le 472 kHz, puis la bande des 60 mètres. Alors juste histoire de rigoler, la bande des 60 mètres, elle a été ajoutée fin 2019 après la CMR suivante qui avait autorisé cette bande. C'est-à-dire que, à mon avis, la France s'est fait encore prendre pour des rigolos, parce qu'ils signent un traité et ils ne l'appliquent pas. Parce que nous, il ne faut pas oublier que le RR, qui est signé par la France, c'est un traité. Ratifié par le Parlement, et derrière, pas de suite. On est toujours en retard. Alors, on a d'autres autorités réglementaires définies par le CPCE. On a le ministre chargé des communications électroniques. Donc là, je vous ai mis sa trombine, Jean-Noël Barrot, et son patron, c'est Bruno Le Maire. Alors, son titre, c'est un joli titre ronflant à Jean-Noël Barrot. Ministre délégué chargé de la transition numérique et des communications, et des télécommunications. Et Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Et la transition, ça inclut quoi, ça? La transition numérique, en fait, il s'occupe essentiellement... Ouais, enfin, il s'occupe... c'est ça. Il s'occupe de la DSL passer à la fibre. Voilà, c'est des trucs comme ça, voilà. Il y a besoin d'un sinistre pour voir ça? Eh ben oui, visiblement, ouais. Il faut les mettre d'accord, tous ces loups. Et donc, c'est ce fameux ministre chargé des communications électroniques qui fixe les conditions d'obtention des certificats d'opérateur et les modalités d'attribution des indicatifs. Donc ça, c'est le L42.4. Donc c'est bien le ministre chargé des communications, alors soit c'est Bruno Le Maire ou Jean-Noël Barrot, je ne sais pas, les deux, qui, lorsqu'il y a besoin de modifier le programme de l'examen ou la manière de calculer des points, par exemple, à l'examen, c'est le ministre qui sort un arrêté. Voilà. Donc l'arrêté de base, c'est l'arrêté du 21 septembre 2000, et depuis, il a été modifié plusieurs fois. La dernière modification datant récemment, elle date de 2021, c'est justement la modification du programme de l'examen
Et deuxièmement, le calcul des points qui a été modifié. Auparavant, quand on répondait mal à une question, on avait un point négatif. Ça a été supprimé. Donc ça, c'est le ministre. Avant, on n'avait pas à répondre aux questions. Voilà. On peut répondre. Voilà. En étant sur deux. Et donc ça, c'est le ministre. Et le ministre, il a des services. Alors évidemment, il a des services dans son cabinet ministériel, mais il a aussi une grosse administration qui est la DGE, Direction Générale des Entreprises. Donc ça sert à tout, c'est tout ce qui est lié à Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il a l'intégralité de la DGE et tout. Donc la DGE, il y a tout et n'importe quoi dedans. Et il y a une petite partie qui concerne la réglementation des radiocommunications. Et donc du coup, ce service, c'est là où on est rattaché. C'est une partie de ce service. Et donc la DGE, elle a une mission de conseil auprès du ministre. Hein, c'est comme son cabinet c'est comme le cabinet du ministre, quoi. Mais c'est une administration avec un peu plus de monde et des spécialistes qui, eux, ne bougent pas au gré des changements de ministres. Enfin, tout au moins, ça bouge, mais beaucoup moins. Délégué, quoi. Ouais. Ministre délégué. Et puis, on a une dernière autorité qui est l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences. On en a déjà parlé puisque c'est elle qui gère le TNRBF. Mais dans ses missions, et donc ça c'est un article, c'est pas un décret, c'est un règlement, donc c'est encore un truc un peu spécial. Et donc dans ce R204411, alors le R2044, c'est toutes les missions de la NFR. Et donc dans le 4411, il y a une partie des missions de la NFR, dont le 10e et le 14e. Donc c'est assez loin, il faut aller chercher assez loin dans le texte. Et dans le 10e, on dit que elle, donc la NFR, organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences. Donc elle instruit les dossiers en cas de brouillage. Mais pas que pour les radioamateurs, hein. L'ensemble des brouillages qu'il peut y avoir en France. C'est elle qui est chargée de trouver une solution à ces litiges. Et le 14e, qui nous intéresse plus, elle organise les examens donnant accès aux certificats d'opérateurs du service amateur, délivre les certificats et procède au retrait de ces derniers. C'est ça qui va nous intéresser surtout. Elle organise les examens. Donc concrètement, il faut appeler la NFR quand vous passez l'examen, tout moins un de ces centres, les fameux SRR, et donc c'est écrit là. Et depuis maintenant presque 10 ans, elle délivre les certificats d'opérateurs. Avant, c'était délivré par le ministre. Concrètement, donc l'ANFR, elle est à, je crois que c'est Maison Alfort, ou Alfortville, je ne sais plus, dans ce coin-là. Il y avait un parapheur qui partait avec les certificats d'opérateurs, qui étaient envoyés à Bercy, signature, et qui revenait. Et il se trouvait que quelquefois le parapheur perdu. Et donc il fallait recommencer. Et donc ça pouvait mettre des fois jusqu'à un mois, voire plus, pour peu que le ministre était parti en vacances. Maintenant c'est plus simple, c'est la NFR qui établit le document et qui l'envoie direct. Voilà, donc en conclusion, on a 3 autorités qui, avec différents champs de compétences. L'ARCEP, conditions techniques d'exploitation, attribution des bandes. Le ministre, qui est chargé, lui, du programme des épreuves et du déroulé des examens. Et la NFR, qui organise les examens, qui délivre les certificats d'opérateurs, qui
qui délivre les indicatifs et qui s'occupe des brouillages. Mais encore une fois, pas que des brouillages des radioamateurs, c'est des brouillages tout confondus. Voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Une marque de frigo qui a révolutionné les ondes. Bah ça, il y en a des tas. Alors ça, je vous ai rajouté ça, c'est vraiment parce que, voilà, moi j'aime bien, enfin, c'est mon métier, ça, je connais bien la manière dont ça fonctionne. Donc c'est la pyramide des textes, donc les textes français, ici les textes européens ou les textes internationaux, ça marche pareil. Donc les textes français ont toujours la primauté, ça c'est valable pour tous les pays. Voilà. Ici, il y a la Constitution. Donc il faut d'abord que le texte il soit conforme à la Constitution, sinon ça ne va pas. Ensuite, il y a la loi qui doit être votée par le Parlement. Donc je rappelle, le Parlement, c'est Sénat plus Assemblée nationale. Il faut que le texte soit voté de la même manière dans les deux assemblées. Et s'ils ne sont pas d'accord, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Il y a des textes un peu spéciaux qui s'appellent les ordonnances. Les ordonnances, ça provient des directives et des traités internationaux, donc qui s'appliquent à la France, mais comme on ne peut pas dire que ça s'applique directement, en fait, il faut que ce soit ratifié par le Parlement. Donc on demande à ce que le Parlement donne son accord sur le texte qui a été voté, soit dans les directives européennes, soit dans les textes internationaux. Et c'est ça qui, des fois, pose problème. C'est que l'ordonnance, elle a du mal à sortir. Mais par contre, tu dis que la pyramide des textes, tu dis que le texte français est supérieur à tous les droits. Ouais. Il me semblait que, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme... Ah, alors là, pas de tape à la... Ça, c'est les recours. C'est des recours, là. C'est autre chose. Mais elle est supérieure dans ce cas-là, non? Ouais, mais c'est un recours. Je comprends pas la différence. Ah ben, le recours, c'est quand tu n'es pas d'accord, tu vas voir un juge. Et donc, si tu n'es pas d'accord, oui, si la loi, si tu n'es pas d'accord avec une loi, les parlementaires peuvent aller voir le Conseil constitutionnel. Est-ce que la loi qu'on nous a fait voter, est-ce qu'elle est conforme à la Constitution? Est-ce que derrière, et l'ordonnance c'est pareil d'ailleurs, ça passe par le Conseil constitutionnel. Ensuite, quand tu as une loi, tu as obligatoirement un décret d'application. Il y a plein de lois qui existent où il n'y a pas de décret d'application. Du coup, la loi ne s'applique pas. On en verra, il y en a qui nous concernent. Et donc, si tu fais un décret qui n'est pas conforme à la loi, et ben là, du coup, tu vas voir le Conseil d'État. Si tu as derrière une administration qui te sort une décision, une circulaire sur laquelle tu n'es pas d'accord, qui n'est pas conforme à un décret, tu vas voir le tribunal administratif. En recours, tu as la cour d'appel administrative. Et au-dessus encore, le Conseil d'État. Donc ça, c'est quand tu n'es pas d'accord, et donc quand tu n'es pas d'accord avec certains textes, que pour autant le Conseil d'État t'a donné raison, tu peux aller voir la Cour européenne de justice. Parce que le texte que tu mets en cause n'est pas conforme avec le texte européen. Tu vois, c'est... Voilà, donc ça c'est dans ce qu'on appelle les recours et contrôles. Donc le gouvernement, il sort soit des décrets simples, donc là, voilà, c'est un D, et tu as aussi les décrets en Conseil d'État, parce que c'est des trucs un peu sioux, pour éviter de se faire retoquer un texte par le Conseil d'État, dans un recours. En fait, le gouvernement va voir le Conseil d'État avec le texte, et il leur dit, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le Conseil d'État dit, ok, et donc ça devient un décret en Conseil d'État, donc où le Conseil d'État, par principe, ne pourra pas s'y opposer, puisqu'il a donné son accord. C'est pour ça qu'il y a deux formes, toi, il y a les R et les D.
Et puis après, il y a les arrêtés qui, là, on peut les contester par le tribunal administratif, ou les circulaires et les décisions, ça, c'est les administrations qui sortent ça, c'est pas le gouvernement. Donc, dans les textes européens, on en a parlé, les directives, les recommandations, les rapports. Les directives. Ça fait le gouvernement, le circulaire, c'est le ministre. Le ministre, il va donner une circulaire. Ça peut être. C'est des administrations, c'est-à-dire que quand c'est le gouvernement, c'est un ministre qui signe. Une circulaire, ça peut être un ministre, mais il ne fait pas ça en qualité de ministre. Parce que c'est pas dans le code qui lui dit tu as le droit de faire ça. Et les décisions, typiquement, l'ARCEP n'est pas dans le gouvernement, mais elle fait des décisions qui sont homologuées par un ministre. Et donc, si quelqu'un n'est pas d'accord avec une décision de l'ARCEP, il peut aller au tribunal administratif. Et il y en a eu qui ont été et qui ont gagné. Les radioamateurs ? Oui. On en verra. Ah, ça a été un joyeux bordel. Hein. Donc ça, c'est mes textes européens et mes traités internationaux, même chose. Évidemment, un traité international, à partir du moment où la France le signe, il faut que ça passe, que ce soit ratifié par le Parlement. Les résolutions, les recommandations, par principe, c'est juste, ça n'existe pas. Derrière, il n'y a aucune conséquence. C'est juste, surtout une résolution. Une résolution, on fait surtout en sorte de ne pas l'appliquer. C'est bien connu. Les recommandations, même chose. Donc, petite histoire de la réglementation. Alors, ça, c'est juste un extrait dans le cours. Il y en a 3 pages. Ça ne parle pas que de la réglementation radio-amateur. Ça parle de l'histoire de la radio en règle générale. Ça permet de se fixer des dates. Parce que des fois, on oublie un petit peu les corrélations. Les corrélations, les enchaînements. Donc là, je vous ai rappelé vraiment la partie réglementation radio. Donc, en commençant 1799, la pile de Volta, c'est le début de l'électricité. Auparavant, il n'y avait pas on ne produisait pas d'électricité. On ne savait pas produire de l'électricité. Donc, on ne pouvait pas, derrière, on ne savait pas stocker, et donc on ne savait pas faire des expériences. Les lois d'Ohm et tout ça, c'est pas possible tant que tu n'as pas une source. Voilà, donc 1789, c'est le départ. C'est quand même assez ancien. Et finalement, pendant presque 100 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Ça a évolué, ça a pris son temps. Et ce n'est qu'en 1896 que la radio réellement sort du laboratoire par les essais de Marconi à Bologne sur 3 km. Auparavant, ça se passait dans le laboratoire. Dans les espèces de pièces où ils bricolaient, quoi. Puis, en novembre 1898, c'est la même idée de Marconi, mais c'est fait en France par Ducretet, qui se fait ça avec la Tour Eiffel, donc Gustave Eiffel, et Branly. Et donc c'est la première liaison Tour Eiffel-Panthéon. Donc à peu près sur 3 km, comme avait fait Marconi à Bologne. Donc ça, c'est vraiment les tout premiers... donc ça, c'est des essais. Marconi, 1899, qui était un entrepreneur. Bologne ne veut pas l'Italie ne veut pas de son invention. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va en Angleterre. Et là, il propose aux Anglais de faire une liaison transmanche. Parce que le problème, à l'époque, on connaissait le télégramme, mais c'était un câble qui passait sous la Manche, et dès qu'il y avait un peu trop de courant, le câble coupait. Donc, pas génial.
Et donc, pour fiabiliser les liaisons transmanche, Marconi propose, lui, de faire une liaison radio. Donc, il installe une station à Villemoreux en France et à Douvres, côté anglais. Donc, et ça marche. Il y a du flux. Alors, évidemment, ça nécessite à ce qu'il y ait un opérateur de chaque côté, mais ça marche. Et ça marche beaucoup mieux que le câble qui passe sous la Manche. Et puis à partir de là, bah, ça y est, c'est parti. La guerre de 14-18 arrive, et là, on en a besoin dans les tranchées. Parce que c'est pareil, les câbles, on passe des fils électriques pour faire passer des ordres. Bah, dès qu'il y a une bombe qui tombe sur le fil il est cassé. Alors que les transmissions, les radiocommunications, elles continuent de fonctionner. Et donc, voilà, donc il y a tout un tas d'inventions qui sont mises en place grâce grâce ou à cause, je ne sais pas. Mais en tout cas, en 1918, le développement des radiocommunications, ça bat son plein. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un stock de récepteurs radio, fin 1918, énorme. Enfin, émetteurs et récepteurs. Et ça ne sert que pour l'armée. Et juste après, 1922, on commence à avoir les premières stations de radiodiffusion en France, qui partent de la Tour Eiffel. Parce qu'entre-temps, il ne faut pas oublier, la Tour Eiffel a été construite donc, pour l'exposition universelle de 1789, donc 1889, et elle devait rester 20 ans, être démontée au bout de 20 ans. Eiffel, il l'avait mal. Il voulait la garder, sa tour. Et donc, il a fait en sorte de la garder en devenant le poste, il a pérennisé le projet. Il a pérennisé le projet en y installant une antenne et en donnant une seconde vie en fait à cet exactement. Objet, cet objet insolite. Quoi. Insolite, voilà. Et donc, voilà, donc janvier 1922, c'est le début, bon, ça fait 100 ans, hein, un peu plus de 100 ans, début de la radiodiffusion en France avec le studio d'émission qui était dans le pied nord de la Tour Eiffel. Et l'antenne qui était donc tendue du haut de la Tour Eiffel et qui allait il y avait une espèce de cabane au milieu du Champ de Mars, et donc c'était ce qu'on appelait une antenne harpe. Ah, d'accord. Ah, c'était pas juste. C'était pas comme maintenant avec un truc en haut. Hein. À l'époque, c'était comme un dipôle. Comme une sorte de dipôle, exactement. Voilà. C'est Donc, vrai qu'il y avait un éclair. D'ailleurs, on l'a ici, là. On la voit ici. C'était ça. Donc, du haut de la Tour Eiffel, là, il y avait des baraquements. Plusieurs brins, quoi. Ouais, plusieurs brins. Ce qu'on appelle une antenne harpe, ça. Wow. Et puis, donc, début de la radiodiffusion en France. Et puis, donc, il y a plein d'émetteurs et de récepteurs partout, avec des gens qui bricolent. Et novembre 1923, premier contact transatlantique entre deux radioamateurs. À l'époque, on disait, les fréquences supérieures à 100 mètres, on ne peut rien en faire. Enfin, les fréquences dont la longueur d'onde est inférieure à 100 mètres, puisque on raisonnait en longueur d'onde et non pas en fréquence à l'époque. Les savants de l'époque. Voilà. Et ils disaient, en dessous de 100 mètres, il ne se passe rien, on s'en fout. Il y a des amateurs qui veulent occuper ces fréquences-là, laissez-les. Pas de chance, dis donc. Ça marche super bien pour traverser l'Atlantique. Et donc, en novembre 1923, ça fait 100 ans, là, ça fera 100 ans dans un an, premier contact entre 8AB, donc à Nice, et un MO, je ne sais plus, Connecticut, je ne sais plus ce qu'il était, côté de Boston. Voilà. Et c'est un contact bilatéral qui se contactait entre eux.
Et donc ça, ce sont les deux cartes QSL de chaque côté. Deux bonnes antennes chacun, quoi. Bah c'était, ouais, enfin pas spécialement grosse, hein. Mais c'est sur quelle bande? bah sur 100 mètres. 100 mètres. Bon, déjà, c'est bien. Et puis bah quand on voit ça, bah, on se dit mais merde, ça marche bien. Donc la première chose que fait l'État, on réglemente. Donc voilà, décret de 1923 qui détermine les conditions de délivrance d'un certificat d'opérateur et les conditions d'utilisation. À l'époque, la tutelle des radioamateurs est confiée à la direction de la TSF, téléphonie sans fil. Et à l'époque, bah, les radioamateurs, ils avaient un indicatif bizarre, c'est-à-dire que en Europe, c'était le chiffre qui donnait le pays. 8, c'était la France. 9, c'était la Suisse. 3, c'était la Belgique. 1, l'Italie. Voilà. Et donc, voilà, ça marchait comme ça. Et du côté États-Unis, bah, eux, ils se foutaient complètement de ce qui se passait en Europe, puisqu'on leur avait dit c'est pas possible de contacter les Européens. Donc, eux, ils fonctionnaient, je crois que c'était d'ouest en est, où ils donnaient les indicatifs comme ça. Et là, donc, on a 8 AB et un MO, on dit eh merde. Donc, il a fallu trouver un système pour essayer de codifier du coup tous les indicatifs du monde entier. Donc ça, c'est la conférence de Washington en 1924. Et en 1924, donc, on donne des indicatifs, des séries d'indicatifs par pays. Et il faut attendre 1928 pour que ce soit appliqué en France. Encore une fois, 4 ans. Un mandat. Voilà, un mandat. Et encore, c'était 7 ans. Donc après 1923, bon, c'est un texte un peu désuet, et donc il est remplacé assez vite par un décret de 1926 et un arrêté de 1930, mais qui reprennent à peu près la même chose, hein, qui prévoit la même chose. Et cet arrêté de 1930, il restera en vigueur jusqu'en 83, 53 ans après. Donc moi, quand j'ai passé l'examen, je l'ai passé en 81, c'était l'arrêté de 1930, avec le programme de l'examen de 1930. Et la manière de passer l'examen. Donc après, là, je vous ai mis les différents indicatifs, parce que au début, c'est des F8, puisque c'était 8, on met la lettre F devant. F8, c'est facile. Puis, c'est une fois qu'on a fait 2 lettres, là, il n'y a pas beaucoup de monde, quoi. C'est assez rapide. Hein. 25 x 25, ça fait 625. 625 radioamateurs, ça fait pas beaucoup. Donc la série est vite remplie. Et donc après, on a les F3, toujours à 2 lettres. Puis les F9, toujours à 2 lettres. Puis les F2, toujours à 2 lettres. Et enfin, F5, toujours à 2 lettres. Et en fait, il faut attendre 1967 pour avoir des indicatifs à 3 lettres à la suite. Quand même. Voilà. Bon, je vous passe les différentes phases, vous lirez dans le texte. Et qu'est-ce qui se passe, juste une question par rapport à ces matricules, qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont utilisés, que la personne... Normalement, le texte dit que ça peut être réaffecté par la NFR. Dans la vraie vie, je les ai jamais vus réaffectés. Il y a encore largement la place. Mais peut-être qu'un jour, quand on aura fait toutes les séries, ça sera réaffecté. Peut-être. J'en sais pas plus. C'est comme les immatriculations des voitures. Une fois que tu auras fait l'intégralité de tes immatriculations, qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu referas au départ? Est-ce que tu reviendras au départ? Est-ce que tu referas une autre série? Je ne sais pas. C'est pareil, hein. Ça s'est passé pour les téléphones, ils ont rajouté 0,1. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. Est-ce que je sais pas du tout.
Enfin, pour le moment, c'est pas un sujet primordial hein, pour le moment. Ça l'a été par exemple pour les IP. Ah bah oui. Maintenant, on est en IPv6. Voilà. Grosse modification en 83, où là, il y a un nouvel arrêté qui est pris, et donc et qui modifie vraiment très lourdement le déroulement des épreuves. Auparavant, c'était un inspecteur qui venait t'interroger, voilà, sur un programme qui datait de 1930 quand même. Et là, en 1983, il y a un programme qui ça correspond à peu près au même moment où on a, vous vous souvenez, 1985, c'est le texte AREC du programme de l'examen qui sort. Et là, un peu avant, c'est un programme, et donc je pense qu'ils ont dû se copier les uns les autres. Et donc on a un programme de réglementation, un programme de technique un peu plus étoffé. Et donc on a 2 épreuves, QCM au départ, sur papier, et en 1985, c'est transposé sur Minitel. Et donc, faut avoir la moyenne à l'ensemble et au moins 8 sur 20 à chacune des 2 épreuves. Et puis, il y a aussi une épreuve de morse, pour ceux qui... parce qu'il y a plusieurs certificats d'opérateurs, il y a avec ou sans morse. Voilà, bon après, je passe sur les différentes... il y a un petit intermède musical en 89, histoire de rigoler, c'est-à-dire qu'il change tous les indicatifs, en rajoutant une lettre qui dit le certificat d'opérateur. Voilà, donc ça dure 4 ans, et après, on revient à l'ancien système. Donc ça a été un joyeux bordel pendant très longtemps. Les mecs qui faisaient les cartes QSL, ils se sont fait un fric fou parce qu'il fallait les refaire à chaque fois. Ou alors on rajoutait une lettre où on la rayait après, enfin bon, au stylo. Enfin voilà. Et enfin 97, création de l'ART, et là on a encore rebelote 2 nouveaux textes, mais qui ressemblent étrangement à ce que l'on avait auparavant. Et donc 97, l'ART nous sort 3 textes qui sont les uns derrière les autres, hein, 452, 453, 454. 452, fréquence et puissance autorisée. 453, conditions techniques. 454, organisation des examens. Ok, donc ce système-là permet d'avoir un système de progression avec 3 examens, et donc en fonction des examens qu'on a réussi, eh bien ça fait une sorte de progression. Problème, c'est que vous voyez ici, organisation des examens. Vous avez vu le CPCE, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Que l'organisation des examens, c'est qui fait ça? Le ministre. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça? On va voir monsieur le Conseil d'État, puisque c'est une décision. D'abord le tribunal administratif, qui dit ah bah ouais, c'est pas normal que ce soit ça. On remonte après à la cour d'appel, parce qu'évidemment l'administration n'était pas contente. Cour d'appel administrative, même chose. Ils vont voir le Conseil d'État, et le Conseil d'État retoque la 97-454. Pouf! Ah bah dis donc, on n'a plus d'examen. On a l'air con là. Ah bah ils font que, alors pendant toute la période où il y a eu cet intermède, c'est-à-dire... Tout le monde pouvait émettre alors. Non. Examen supprimé. Les centres d'examen sont fermés. Du coup quoi? Personne passe l'examen?
plus personne passe d'examen. C'est pas possible. Ah bah si. Ah, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ah, ils l'ont fait. Ils ont... Ah, si. Ils ont osé, ils l'ont fait. Recours en Conseil d'État. Pendant 1 an, pas d'examen. Et donc, il faut attendre un arrêté du 21 septembre 2000 et qui reprend exactement le même texte que l'ARCEP, enfin, la RT à l'époque, qui reprend exactement le même texte, mais qui est signé par le ministre. Et c'est reparti. Et donc, depuis ce temps-là, notre administration, parce qu'ils se sont fait engueuler, évidemment, hein, eh bien, on n'est pas trop en odeur de sainteté. Ah bah oui, ça laisse des traces. Ah bah oui, et puis les mecs qui se sont fait retoquer au Conseil d'État, je peux te dire, l'avancement, ils l'ont attendu très longtemps. Hein. Voilà. Et donc la seule qui n'était pas... donc il y a une décision des conditions techniques qui sont reprises. En revanche, la 97-452, les bandes et les puissances autorisées, celle-là, elle reste. Elle va être juste modifiée au fur et à mesure. Bon, après, je vous passe la suppression du Minitel en 2008 quand même. Donc, alors parce que pour faire des questions d'examen technique, faire une sinusoïde avec un Minitel, au secours. Pour dessiner une lampe. Voilà, ou pour dessiner une lampe, enfin bon, tout ce qu'on veut, donc voilà, pas pratique. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on a qui est intéressant? 2018 et 2021. 2018, suppression de la taxe radio-amateur. Ça, c'est dans la loi de finances de 2019 qui dit bah, ce sont toutes les petites taxes compliquées qui ne rapportent pas grand-chose. Ouais, mais ça peut aussi vouloir dire maintenant on paye plus de taxes, on peut vous libérer de votre. Voilà, exactement. Ça peut aussi dire ça. Hein. Mais bon, c'est vrai, c'était 46 € multiplié par 13 000 mecs, donc dire rendement pas extraordinaire. Quoi. Oui, il faut les gérer, ça. Et puis il faut le gérer. Donc voilà, suppression de la taxe radio-amateur. 1 an après, qui est complètement passé inaperçu, suppression des droits d'examen. Si bien que l'ANFR a continué d'encaisser des chèques jusqu'au mois d'août 2021 de droits d'examen, jusqu'à ce que quelqu'un dise « Mais vous avez lu la loi de finances ?» Et personne ne l'avait lu. Ils ont dû rembourser tout le monde. Ils ont dû rembourser tout le monde. Voilà. Alors, c'était pareil en 2018, là, parce que l'administration envoyait le titre de perception en novembre, enfin au mois de décembre, quoi. Enfin, vers le début décembre, pour payer en début d'année. La loi de finances rectificative, enfin la loi de finances 2019, elle a été votée le 25 décembre. Donc il y avait déjà des gens qui avaient payé leur licence, entre guillemets, et qui du coup, l'État l'a remboursé. Indûment perçu par l'État. Indûment perçu. Enfin, c'était un bordel. Enfin voilà. Et juin 2021, ça c'est important, c'est aussi la modification du calcul des points à l'examen, où il n'y a plus le point négatif, donc voilà. On peut répondre à toutes les questions sans avoir peur de piquer. Donc ce qui est très bien. Les dossiers en cours à aujourd'hui, bah, on a toujours le 99. Alors, on a un texte, une loi votée par le Parlement, qui autorise les connexions de nos stations à un réseau ouvert au public. Grosso modo, pour faire simple, le réseau ouvert au public, c'est Internet. Donc, la loi nous autorise à connecter nos stations d'émission, stations de réception, tout le monde s'en fout. Hein. Ce qui nous importe, nous, c'est
toujours station d'émission. L'écoute est libre. Donc vous faites ce que vous voulez en réception. Par contre, quand vous êtes en émission, vous êtes susceptible de brouiller. Donc, il faut faire attention. En réception, on ne risque pas d'être brouillé. Enfin, on peut être brouillé, mais on ne peut pas brouiller. On peut brouiller personne. On peut brouiller personne. On s'emmerde soi-même, mais c'est tout ce qu'on fait. Quand on est en émission, on peut gêner tout le monde. Donc, tout ça pour dire que la loi, donc il y a un article de loi qui nous dit que les communications peuvent passer, être commandées par un réseau ouvert au public. Ok, la loi l'autorise. Mais il y a marqué sous réserve que les conditions d'application soient déterminées, soient fixées par un décret. Et bien on attend le décret. Depuis 10 ans. Il n'y a personne qui a fait lettre au ministre. Ah si. Mais le ministre, ils sont fous. Il passe au courrier. Il y passe son courrier. Et puis le ministre, il change fréquemment, un ministre chargé des communications. Là, Jean-Noël Barrot, il vient d'arriver. Donc, Cédrico, il n'a rien fait pendant 5 ans, enfin 4 ans, je ne sais plus combien de temps il est resté. Jean-Noël Barrot, il a dit, il est tout feu tout flamme avec la fibre optique, la French Tech, les nouvelles technologies, machin. Radio amateur, c'est son. Et puis comme finalement c'est la DGE qui lui prémâche le travail, comme la DGE elle s'est fait remonter les bretelles en 2000 là, par l'histoire du Conseil d'État, les mecs ils sont pas trop. Ils ont putain, on va encore s'en prendre une, donc on bouge pas. Non mais c'est bizarre quand même, parce que ça fait partie aussi de la radio amateur, c'est aussi de la recherche. Mais complètement. Alors, il y a des gens qui disent, c'est écrit dans la loi, la loi nous l'autorise. Peut-être la loi l'autorise, mais les conditions de... Oui, elle l'autorise, mais t'es pas sécurisé pour autant, parce qu'il n'y a pas le décret. Il n'y a pas le décret d'application qui... Alors, parce qu'il y a eu un texte qui a été présenté en 2018, à une époque où il y avait encore des réunions avec les associations, entre associations et les administrations. Ce texte y a été présenté, et puis c'est tout. Ouais. Voilà. Et deuxième point, c'est la CMR 2023, donc celle qui va se passer à Dubaï. Il y a un gros sujet sur la cohabitation entre les services de radiolocalisation de Galileo et les autres services secondaires sur la bande qu'on appelle E6. Donc c'est une bande radio-amateur. Alors il n'y a pas que les radio-amateurs dessus. Il y a d'autres services aussi, mais qui visiblement posent problème pour Galileo, qui a donc un système de GPS. Et donc c'est leur système GPS super précis là qui doit pouvoir positionner à moins d'un mètre, voilà, qui va surtout servir pour toutes les voitures sans conducteur. Vaut mieux que ça soit moins d'un mètre. Vaut mieux que ça soit moins d'un mètre et surtout que ça soit fiable. Et donc il y a des problèmes de cohabitation parce que soi-disant les radioamateurs brouillent des signaux de radiolocalisation. Ouais, ça je sais. Alors voilà, donc c'est sur le 1 giga 2. Mais il n'y a pas que les radioamateurs, il y a plein d'autres. Il y a d'autres services. Hein. Mais les radioamateurs sont dans le collimateur. Et donc d'ici que l'on n'ait plus accès à cette bande, ou tout au moins avec des puissances réduites, il n'y a pas loin. Donc ça, c'est un des... d'autant plus que derrière, quand vous avez... si c'est pour le GPS et donc pour...
Voilà, et puis derrière, si c'est des voitures sans conducteur, je vais te dire, tu as toute l'industrie automobile et tout ça qui est... les enjeux économiques. Bah, voilà, les enjeux économiques, c'est complètement délirant. Il fallait revoir tous les capteurs qui aident à la navigation d'une voiture. Bah ouais. Étudier tout ce qui est... Bah ouais, c'est pas... Voilà. Et Galileo, il est mis en service? Ah oui, oui. Si, il fonctionne. Ah bah il n'y a pas l'intégralité de la constellation. Ouais, c'est GLONASS pour l'instant. Ouais. C'est ça, hein. Ah bah il y a GPS et GLONASS. GPS c'est une constellation. Il n'y a pas que GPS et GLONASS. Il y a GPS, GLONASS et le troisième c'est Baidu. Oui, le truc chinois. Et donc là, Galileo, il est comment? Enfin, il y a pas mal de satellites déjà, mais c'est pas encore l'ensemble de la constellation. Donc ils peuvent pas encore faire ce système de triangulation super précis à 1 mètre. Ils peuvent pas encore le faire. Mais bon, c'est dommage qu'ils aient choisi cette bande-là, quoi. Bon. En même temps, vu qu'ils ont fait ça dans des tests, donc ils ont utilisé des plages de radio. Oui. Et du coup. Oui, non mais bon. Et puis, alors on a de nombreux radioamateurs, dont moi d'ailleurs, on milite pour qu'il y ait plusieurs certificats d'opérateurs radioamateurs en France pour avoir justement cette idée de progression comme on avait auparavant. Puisque là maintenant, en fait, une fois qu'on a la licence, bah voilà, faut bosser comme un fou. Voilà, c'est tout ou rien. Moi, le 1200 mégas. Ouais, ou 1 giga 2. Oui, utilisé par Galileo. C'était pas aussi une bande de fréquence utilisée par les Horizon. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Enfin, en tout cas, donc, on espère que à terme, on ait plusieurs niveaux de certificats d'opérateurs. Mais pour cela, il faudrait que les associations adoptent une position commune lors des réunions avec l'administration, quand ces réunions existeront, parce que pour le moment, depuis 2018, il n'y a eu aucune réunion avec les administrations. Chacun a soi-disant des contacts avec, chaque association a des contacts avec les administrations, mais il n'y a aucune. Et donc évidemment l'administration a dit, quand vous vous mettrez tous d'accord sur une position, vous viendrez me voir. Mais est-ce qu'il y a un salon annuel des radioamateurs? Est-ce qu'il y a un événement peut-être que les administrations, la LFR se déplace, mais pas l'ARCEP et la DGE. Non, mais le ministre, par exemple, le ministre, il viendrait. Imaginons, il y a le salon le ministre de l'Agriculture. Ah oui, vient au salon de l'agriculture. Oui, mais d'accord, mais je peux te dire que Jean-Noël Barrot, il n'ira jamais à... Le ministre de l'Agriculture, il va tâter dessus des vaches. Mais Jean-Noël Barrot viendra jamais à un salon radio. Enfin, j'y crois pas. J'y crois pas un instant. Parce qu'il n'y a pas assez de gonzesses radioamatrices pour que le ministre vienne voir. C'est pas du tout comme le salon d'agriculture où il va voir les. Bon, allez. Bon, arrête de déconner. Arrêtez de déconner. Moi, je déconne pas, je pose des questions. Oui, c'est bien. Voilà, donc fin de cette première partie en détail.